Allez, on plonge aujourd'hui au cœur même de nos cellules pour découvrir les incroyables usines énergétiques qui nous maintiennent en vie à chaque seconde. On le sait tous, on respire de l'oxygène pour vivre. D'accord, mais la vraie question c'est pourquoi? Quel est son rôle exact? La réponse, elle se trouve à l'échelle moléculaire, au cœur d'une chaîne de montage biologique qui est aussi complexe que fascinante. Bon, entrons dans le vif du sujet. Voici la mitochondrie, qu'on surnomme souvent la centrale énergétique de la cellule. Et c'est sur sa membrane interne que tout se passe, là où est installée la ligne de production principale, la chaîne respiratoire mitochondriale. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chaîne respiratoire? Le plus simple, c'est l'imaginer comme une série d'ouvriers spécialisés qui sont les enzymes. Leur boulot, se passer des électrons, un peu comme un courant électrique. Ces électrons, ils viennent de ce qu'on mange. Et leur destination finale, c'est l'oxygène. C'est ce transfert qui va transformer l'énergie de nos aliments en une monnaie que la cellule peut utiliser. Bien sûr, pour qu'une centrale fonctionne, il lui faut du carburant. Ici, pas d'essence, mais des molécules bien spéciales qui se comportent comme des camions-citernes. Leur mission, transporter les électrons à haute énergie qu'on a extraits de notre nourriture. On a deux types de transporteurs principaux, le NADH et le FADH2. Pensez à eux comme deux sociétés de livraison différentes. Chacun a son propre quai de déchargement. Le NADH, lui, il arrive tout au début, à la première station, le complexe 1. Le FADH2, par contre, il arrive un peu plus loin sur la chaîne, au complexe 2. Et on va voir que cette petite différence, elle n'est pas sans conséquence sur le rendement final. Ok, maintenant on rentre vraiment dans le mécanisme. L'image qu'il faut avoir en tête, c'est celle d'un barrage hydroélectrique. Le but de toute cette chaîne de montage, ça va être d'utiliser l'énergie des électrons pour pomper des protons d'un côté de la membrane. En faisant ça, on crée un immense réservoir d'énergie potentielle. Tout commence donc à la première grande station de cette chaîne de montage, le complexe I. C'est ici que le camion NADH vient décharger sa précieuse cargaison d'électrons pleins d'énergie. Cette toute première étape, elle est décisive. Elle lance le processus. Le complexe I récupère l'énergie d'électrons et s'en sert pour pousser des protons de l'autre côté de la membrane. On commence à remplir le réservoir. L'électron, qui a maintenant perdu un peu d'énergie, est ensuite passé à une sorte de navette mobile, le coenzyme Q. On avance sur la ligne. La navette coenzyme Q, qui a aussi récupéré en chemin les électrons du complexe 2, là où le FADH2 a déchargé, arrive maintenant à la troisième station de notre chaîne. Et le complexe 3, il continue le travail. Il prend les électrons, il extrait ce qui leur reste d'énergie pour pomper encore plus de protons. On augmente la pression dans notre réservoir si on veut. L'électron, lui, est ensuite confié à une autre navette mobile, le cytochrome C. Et nous voilà arrivés au terminus, la dernière station de la chaîne de montage, le complexe 4. Et c'est ici, et seulement ici, que l'oxygène qu'on respire va enfin entrer en jeu. C'est le moment clé, le point culminant. Après avoir pompé une dernière fois des protons, le complexe IV se retrouve avec des électrons complètement épuisés. Il faut s'en débarrasser. Et qui arrive pour faire le ménage ? L'oxygène, c'est l'accepteur final parfait. Il récupère ces électrons usés, se combine avec quelques protons et hop, ça forme de l'eau. Voilà la raison fondamentale pour laquelle on respire. Évacuer les déchets de notre chaîne de production d'énergie. Bon, ça y est, la pression dans notre réservoir de protons est à son maximum. Le moment est venu de récolter le fruit de ce travail, de libérer toute cette énergie accumulée. C'est un peu comme si on allait ouvrir les vannes du barrage. Et pour libérer cette énergie, la cellule possède une machine absolument incroyable, le complexe V, aussi appelé ATP synthase. C'est un véritable moteur à l'échelle moléculaire. Les protons, qui ne demandent qu'à retourner d'où ils viennent, s'engouffrent dedans et ça fait tourner la machine sur elle-même. Et cette rotation, c'est elle qui va physiquement fabriquer de l'ATP, la monnaie énergétique universelle de la cellule. Et le système est d'une efficacité redoutable. Pour chaque camion-cisterne NADH qui entre à la toute première station, la chaîne génère assez de pression pour fabriquer environ 3 molécules d'ATP. Pas mal, non? Et pour le FADH2 alors? Souvenez-vous, il est arrivé plus tard, directement au complexe 2. Il a donc raté la première station de pompage. Logiquement, il contribue un peu moins à remplir le réservoir. Résultat, il génère un peu moins d'énergie, de quoi produire environ 2 molécules d'ATP. Mais voilà, cette chaîne de montage si sophistiquée est aussi d'une fragilité extrême. Alors que se passe-t-il quand un grain de sable vient enrayer la machine, quand elle est intentionnellement bloquée? Certains poisons sont de parfaits saboteurs. La roténone, par exemple, elle va bloquer le complexe 1. Le cyanure, tristement célèbre, lui, il s'attaque tout à la fin, au complexe 4, et il empêche l'oxygène de faire son travail. L'oligomycine, quant à elle, elle va carrément bloquer la turbine, l'ATP synthase. Peu importe la cible, le résultat est le même, et il est catastrophique, la production d'énergie s'arrête net.
Mais et si, au lieu de tout saboter, on pouvait, disons, pirater le système? Mais pour la bonne cause. C'est là que la médecine entre en jeu et utilise ce mécanisme de façon très intelligente. Prenons l'exemple de la metformine. C'est l'un des médicaments les plus prescrits au monde pour le diabète de type 2. Et sa cible, aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est notre chaîne de montage énergétique. En fait, la metformine, c'est un inhibiteur très modéré du complexe I. Elle ne bloque pas la chaîne, elle fait juste lever le pied de l'accélérateur. Elle la ralentit un peu. Cette légère baisse de production d'énergie envoie un signal au foie qui se dit en quelque sorte « Attention, on manque un peu d'énergie, ce n'est vraiment pas le moment de fabriquer du glucose en plus ». Et cet effet, il contribue à réguler la glycémie chez les patients diabétiques. Pour résumer tout ça, l'énergie de notre nourriture fait circuler des électrons. Ce courant électrique pompe des protons pour remplir un réservoir. L'oxygène vient faire le ménage à la fin, et le flux de protons qui retourne à son point de départ fait tourner une turbine moléculaire qui fabrique l'ATP, notre carburant vital. C'est tout un programme. Ça nous laisse avec une dernière pensée. Quand on voit à quel point ce processus est non seulement vital mais aussi incroyablement délicat, on peut se demander à quel point la ligne qui sépare une production d'énergie efficace d'une panne de courant catastrophique est finalement fragile. C'est ce mécanisme qui nous alimente à chaque instant.